Donc travailler déjà un peu sur la base de ce que nous disait Péteri avant et les attentes des collaborateurs et des clients en termes d'IA. Il y a des choses à faire. Et Vincent, je pense que tu vas nous en dire un peu plus sur ce sujet. Est-ce qu'on m'entend? Non. C'est le cas. Ah voilà, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous pour vous parler d'IA au cours des 30 prochaines minutes. Et j'aimerais commencer cette intervention en vous posant deux questions. La première, c'est selon vous, dans 13 ans, en 2038, quelle sera la part de l'intelligence humaine dans l'intelligence totale en pourcentage? Combien de pourcents? J'ai entendu 0, j'ai entendu 100% de Charles-Olivier. 80%. Alors, le chiffre qui est avancé par Sam Altman, le président de la société OpenAI, qui a édité ChatGPT, donc qui est pas une prévision scientifique, ce chiffre, c'est 0,1%. Une deuxième question que je voudrais vous poser, quel est aujourd'hui, en 2025, le gain de temps généré par l'IA dans votre quotidien? Sur une semaine de travail, combien de pourcents je vais gagner grâce à l'IA? 0,1% dit quelqu'un. C'est pas beaucoup. 50%, d'accord. Qui dit mieux? Alors, le chiffre qui a été relaté par une étude le mois dernier, c'est 3%. 3%, c'est assez faible. C'est le Baker-Friedman Institute for Economics. Et alors, le but de ces deux chiffres, c'est pas de vous décourager, mais c'est de vous montrer qu'il faut quand même peser le pour et le contre. On pourrait dire que l'atelier est terminé, qu'il n'y a plus rien à dire, mais attention, aujourd'hui, dans l'utilisation de l'IA, on met beaucoup de choses derrière l'IA. Ce n'est pas une baguette magique, ça ne fait pas tout. C'est plutôt une boîte à outils dans laquelle on va puiser, sur certains cas, pour s'aider dans notre quotidien. Il y en aura un autre peut-être. Je m'appelle Vincent Lacombe, je suis expert comptable et j'ai le plaisir d'animer des formations, des webinaires et des conférences sur la data et sur l'intelligence artificielle. J'accompagne également des cabinets dans la mise en place de ces technologies. Et puis, vous avez peut-être lu certains de mes articles dans la Revue française de comptabilité sur ces sujets. Alors, l'IA, est-ce que c'est une révolution ou des révolutions ? J'ai envie de vous dire que ce sont des révolutions et j'ai choisi de vous en montrer 4 dans les prochaines minutes. J'aurais pu en choisir une dizaine facilement, mais 4 qui sont assez emblématiques de ce que l'on peut faire aujourd'hui en 2025. La première d'entre elles, c'est l'accès à l'information. On a, grâce à l'IA, une formidable encyclopédie contenant des millions, voire des milliards d'informations. Pourquoi? Parce que ces systèmes d'IA ont été entraînés à partir d'ouvrages, à partir d'articles, à partir de sites internet, à partir de scénarios de films, etc. Et on peut utiliser, on va le voir dans cet exemple, l'IA pour aller chercher plein d'informations pertinentes dans notre quotidien d'expert comptable ou de commissaire aux comptes. Dans l'exemple que je vais vous montrer, j'ai demandé à Claude, en utilisant une fonctionnalité qui est la recherche avancée, qui existe maintenant dans la plupart des outils grand public, je lui ai demandé de réfléchir à l'impact de la financiarisation du marché des cabinets d'expertise comptable pour les cabinets indépendants, en rédigeant une note de synthèse pour un cabinet de 40 collaborateurs. Grâce à la fonctionnalité de recherche avancée, Claude a été exploité 427 sources en seulement quelques minutes. Donc 427 pages web, dont vous trouvez ici les 4 principaux sites utilisés. Donc ces 427 sites web ont été exploités pour générer cette réponse qui est assez circonstanciée, avec à chaque fois une source sous la forme d'une infobulle référençant, par exemple, un rachat qui a eu lieu récemment d'un très gros cabinet d'expertise comptable, des chiffres sur les multiples de revente de cabinets. Tout ceci a été généré en allant sur ces différents sites Internet. Donc, on a la capacité, avec ces nouvelles fonctionnalités, de récupérer plein d'informations. Alors, ça va être aussi sur des missions d'évaluation, de business plan, pour de la recherche, de la veille, etc. La contrepartie de ces IA généralistes, c'est qu'elles ne vont s'appuyer que sur de l'information publique. Or, beaucoup d'informations pertinentes restent fermées, restent protégées.
Et c'est pour ça qu'il existe des outils d'IA spécialisés, notamment chez nos éditeurs de documentation juridique, qui ont sorti, en tout cas pour les 3 principales du marché, leur outil de recherche juridique. Et voici un exemple où j'ai demandé les règles de congés payés supplémentaires parentalité en cas d'entrée de salariés en cours d'exercice. Donc, j'ai posé une question qui ne fait même pas une ligne. J'ai validé et en quelques secondes, j'ai eu une réponse qui s'appuie sur la documentation juridique de l'éditeur en question, qui a été capable de cibler le point de droit juridique pour générer cette réponse en faisant référence à la source d'origine, au paragraphe qui a servi à cette réponse. Donc j'ai une traçabilité, j'ai une piste d'audit de la réponse par rapport à la source et je peux m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur sur la réponse. Donc un gain de temps considérable que l'on peut faire au fil de nos recherches au quotidien dans les cabinets. Alors bien sûr, tout ceci, ça a des conséquences un petit peu plus globales également chez nos clients. Pourquoi? Parce que nos clients utilisent l'IA et peuvent faire des recherches d'informations. Vous avez sans doute parmi vous un site internet qui vous permet de trouver des clients, des prospects. Auparavant, ils utilisaient des moteurs de recherche en cherchant le cabinet d'expertise comptable spécialisé dans les boucheries. Et ils tombaient peut-être sur votre site et ils venaient vous voir. Demain, ou peut-être même aujourd'hui, ces mêmes clients, ces mêmes prospects vont utiliser un outil d'IA comme ChatGPT, comme Mistral, pour rechercher l'expert comptable spécialiste des boucheries. Et je voulais reproduire une citation d'un spécialiste qui a une société dans la recherche, dans le référencement, notamment avec l'IA, qui était cité dans Forbes. Nous entrons dans un point d'inflexion où les humains n'ont plus besoin de visiter des sites web sur Internet. Ces systèmes détournent complètement la relation avec l'utilisateur final. Il faut savoir que Gartner prévoit qu'en 2026, 25% des recherches se feront via de l'IA et non plus sur des moteurs de recherche. Donc ça va profondément remettre en cause la façon de tout le monde, vous aussi, de faire de la recherche, d'accéder à vos prestataires et donc pour vous de trouver des clients. Alors il y a toute une série de techniques. Auparavant, encore aujourd'hui, on parle de SEO, de Search Engine Optimization. Demain, on parlera de GEO, Generative Engine Optimization, toutes les techniques pour être correctement référencées par ces outils d'intelligence artificielle. La deuxième révolution dont je voulais vous parler, c'est ce que je vais appeler les assistants humains. C'est tout ce qu'on pourrait qualifier de développement humain, de développement personnel, d'apprentissage. Et j'ai reproduit ici une infographie publiée dans l'Harvard Business Review du mois d'avril dernier, qui est un classement. Alors, on n'est plus dans le domaine de l'expertise comptable, là, on est de manière très générale. Et ce classement montre les principaux cas d'usage, il y en a une centaine, on ne va pas tous les faire, les principaux cas d'usage de l'IA. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la partie gauche, on a l'année 2024 et sur la partie droite, l'année 2025. On constate que les 4 premiers cas d'usage en 2025 ont plutôt trait à une utilisation personnelle de l'IA générative. Le premier cas, c'est la thérapie, l'amitié artificielle avec des solutions sur lesquelles on va pouvoir raconter notre vie. Le deuxième cas d'usage, organiser ma vie. Troisième cas d'usage, trouver du sens. Et quatrième cas d'usage, l'apprentissage augmenté. En 2024, le premier cas d'usage, c'était la génération d'idées. Donc là, c'est un petit peu plus professionnel. Donc on constate qu'il y a énormément de cas d'utilisation à titre personnel et d'ailleurs on se rend compte que dans les cabinets et dans les entreprises, souvent les personnes utilisent l'IA à titre personnel avant de l'utiliser à titre professionnel. Et dans cette utilisation en cabinet d'assistants humains, qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut y voir plein de cas. Vous avez énormément de cas d'utilisation de l'IA pour vous développer, pour apprendre, pour progresser. Premièrement, planifier. Organiser vos missions, réfléchir sur des recrutements. Deuxièmement, le brainstorming, la recherche d'idées. On va mettre en place un nouvel outil chez une entreprise cliente. Comment on va structurer le projet, comment on va rédiger le cahier des charges, etc.
On a parlé à l'instant de la facturation électronique. On va pouvoir utiliser l'IA pour faire une réflexion sur le projet de la facturation électronique, comment segmenter mon offre, comment communiquer sur l'offre, etc. Alors bien sûr, ça ne remplacera pas des consultants, des spécialistes comme Stéphane qui connaissent très très bien le sujet. Une troisième révolution, l'automatisation, la productivité. À la base, l'IA, c'est de l'automatisation. On automatise des tâches que l'on faisait auparavant manuellement. Et en termes de productivité, là encore, il y a une foultitude de cas possibles dans les cabinets, dans votre quotidien. Le premier cas, c'est l'automatisation de processus de travail. Et ça va arriver de plus en plus. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux ou ailleurs des personnes qui se font des spécialistes de l'automatisation des flux de travail avec des outils comme N8N, où on va partir d'un point A pour arriver à un point B et automatiser la réalisation de toute une série de sous-tâches en utilisant notamment de l'IA dans tout le processus y concourant. Un deuxième exemple, alors peut-être un peu moins direct dans les cabinets, la programmation. On peut utiliser l'IA pour faire de la programmation informatique. Ça peut vous concerner, vous, pour traiter des tâches, pour automatiser des tâches comptables en demandant à l'IA, rédige-moi des lignes de code, j'ai un outil où il faut coder, etc. Un troisième cas, exploiter les données comptables, financières et RH. Comme le disait si bien Stéphane, la data, c'est le carburant de l'IA. Et on va de plus en plus exploiter toutes nos données en utilisant l'IA comme un levier. Et ça va arriver également dans les différents logiciels de comptabilité qui vont permettre de plus en plus de visualiser des données, de faire toute une série de traitements pour identifier des anomalies, pour analyser des volumes de données importants. Plus concrètement, résumer des réunions. On a énormément d'outils qui existent pour générer des résumés de réunions. Quand vous venez sur des visios, souvent, il y a plus de robots que d'humains. Parce que vos clients et vous-même, vous êtes avec votre robot qui va enregistrer la réunion. Et à la fin, vous allez lui dire « Fais-moi un mail de compte-rendu. Quels sont les 10 points clés que je dois faire suite à cette réunion ?» Et ça va vous retirer de la charge mentale pour vous concentrer sur la relation humaine, sur l'entretien avec le client. La préparation de mails, de diaporamas, c'est intégré par exemple dans des solutions comme Copilot de Microsoft qui sont capables d'exploiter votre boîte mail pour faire des résumés, pour concevoir des projets de réponse, générer des diaporamas avec des outils, là encore, comme Copilot, comme Gamma. On va gagner du temps sur la mise en forme, sur la génération des images. Un exemple que je voulais vous montrer, j'ai utilisé Perplexity, une fonctionnalité qui s'appelle Perplexity Lab, qui existe depuis quelques semaines, en lui demandant de me faire 15 diapositives sur une fusion transfrontalière entre deux sociétés. J'ai juste utilisé 3 lignes de texte, et là, vous voyez les diapositives qui défilent à l'écran ont été générées automatiquement, sans intervention de ma part, avec un résumé de l'opération, un calendrier de l'opération, les points de vigilance, les éléments juridiques, il y avait les références juridiques liées à cette fusion. C'est 4 lignes de questions posées à Perplexity pour obtenir ce résultat. Et après, on peut l'exporter, le retravailler. Alors, ça demande un peu de connaissances parce que c'est un format de présentation qui n'est pas un format diaporama PowerPoint, mais ça va être exploitable. Un autre exemple que je voulais vous montrer et que vous pourrez reproduire, vous pouvez prendre la photo et vous convaincre par vous-même ce soir ou demain matin pour tester. J'ai posé cette question qui fait moins de 4 lignes. En plus, c'est des lignes très courtes. Créer un simulateur de démembrement pour un bien immobilier à partir d'une valeur du bien ventilée entre la valeur de l'usufruit et de la nue propriété. Et j'ai fait référence au barème fiscal du Code général des impôts avec le lien. Donc vraiment, là, c'est très simple, c'est même pas un prompt pour ceux qui connaissent, moins de 4 lignes. Je vais vous montrer une vidéo que j'ai préparée en amont, qui n'est absolument pas truquée, qui a été enregistrée dans les conditions du direct. Regardez bien, je vais copier-coller ce que j'ai écrit ici, et je vais laisser travailler une IA qui s'appelle DeepSite, D-E-E-P-S-I-T-E, si vous avez envie de tester, et vous allez voir ce que ça va faire. Donc là, je colle, en bas à gauche, je colle, et c'est parti. Il commence à travailler. Sur la partie gauche,
J'ai du code informatique HTML qui se génère sans que je fasse quoi que ce soit. Sur la partie droite, j'ai la page web qui est en train de se construire progressivement. Donc là, le code continue à se générer, il a presque terminé. Et c'est terminé. Et donc j'ai une page web sur la partie droite où je vais mettre une valeur de 600 000 € pour un bien immobilier. Je vais mettre l'âge du détenteur et j'ai une petite information sur la valeur de l'usufruit et de la nue propriété. Donc ça, c'est une page web comme on peut l'avoir sur n'importe quel site qui est prête à l'emploi, que je vais pouvoir télécharger en format HTML JavaScript et potentiellement mettre sur un site internet. Il faudra bien sûr la polir un petit peu, revoir la charte graphique, mais ça me donne déjà une trame de travail, 4 lignes de questions et aucune ligne de code humaine. Tout a été généré par l'IA. Et ça, vous pouvez le refaire si vous avez envie de vous en convaincre. Enfin, la 4e et dernière révolution dont je voulais vous parler, c'est la robotisation. Voici un exemple de robot Unitree. C'est une vidéo commerciale présente sur leur site internet. Donc vous voyez l'agilité de ces robots. Voilà, et ces robots, ils existent en 2025. Vous pouvez même les commander si vous avez envie. Ils coûtent 16 000 $. Et ça va continuer à se démocratiser progressivement au fil des avancées. Donc la robotisation, pas mal de cas d'usage, c'est encore un petit peu étranger au cabinet d'expertise comptable, mais ça va venir peu à peu. Alors, face à ces 4 révolutions dont je vous ai parlé, il y en aurait plein d'autres, on peut se dire c'est formidable, il y a plein d'opportunités, oui, mais il y a aussi quand même des risques et il faut être très conscient des risques, des menaces que peuvent impliquer l'intelligence artificielle. Le premier risque, c'est l'impact environnemental. Il faut savoir que 20 à 50 requêtes sur l'IA générative consomment en moyenne un demi-litre d'eau. Alors c'est un chiffre qui commence un petit peu à dater, il est un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais sachez qu'il y a une empreinte environnementale importante et que la bonne pratique est de choisir le modèle de langage qui va être le plus économe en fonction de votre demande. Autrement dit, sur des recherches simples d'informations, on va prendre un outil moins énergivore que sur des requêtes très calculatoires avec beaucoup de raisonnement. Le deuxième sujet, c'est l'éthique derrière l'IA. Vous avez sans doute entendu parler de ces faits divers, des premières IA qui pouvaient avoir des effets néfastes. On peut prendre le cas de la sélection de CV. Une sélection de CV, si on la confie totalement à l'IA, on peut s'attendre à ce qu'elle élimine des candidats selon des critères qui ne sont pas forcément justes. Sur l'éthique dans l'expertise comptable, il faut savoir également que l'Australie et l'Angleterre ont fait évoluer au cours des derniers mois leur code de déontologie pour tenir compte de ces nouvelles technologies et pour introduire des dispositions favorisant l'esprit critique pour sensibiliser les professionnels sur les risques autour de l'IA. Vous avez également les biais algorithmiques. Au tout début de ChatGPT, lorsqu'on posait des questions d'ordre comptable à l'IA, les réponses étaient très fortement orientées sur les normes comptables américaines, les US GAAP, ce qui fait que ce n'était pas très pertinent. Alors là, ça sautait aux yeux. Maintenant, aujourd'hui, c'est de mieux en mieux, mais il faut être très conscient des limites de l'IA en termes de biais, en termes d'orientation que les réponses peuvent avoir, des orientations politiques, des orientations philosophiques, etc. Un autre risque, c'est le RGPD. La CNIL française et la CNIL italienne ont très vite pointé du doigt OpenAI et d'autres éditeurs d'ailleurs quant au respect des dispositions du RGPD. Plus récemment, Meta a été pointé également du doigt par la CNIL italienne en mai dernier quant à la réutilisation des données transmises à l'IA. Plus concrètement, dans les cabinets, la confidentialité des données est un réel enjeu. Souvent, en version de base, les IA génératives vont se servir des données que vous allez lui communiquer pour entraîner la future version du modèle de langage. C'est-à-dire que tout ce que vous allez communiquer pourra être utilisé pour améliorer le langage et potentiellement arriver dans des réponses futures à d'autres utilisateurs.
Donc on fait très attention. Le Conseil national de l'ordre des experts comptables avait préconisé au dernier congrès de ne pas déposer de fake, de ne pas déposer de bulletins de paye ou d'emails non anonymisés sur les IA génératives non sécurisées. Enfin, un risque extrêmement important, c'est le risque d'erreur et d'hallucination. Pourquoi ? Parce que les IA vont avoir beaucoup de mal à dire « je ne sais pas ». Et donc, quand elles ne sauront pas, elles vont quand même vous répondre en inventant une réponse qui sera totalement fausse et qui sera très crédible. Exemple concret que je vous montre, j'ai demandé il y a un peu plus d'un mois à Gemini de Google, alors ce n'est pas du tout pour cibler Gemini ou quiconque, ça arrive sur les autres, My Company Files va-t-elle inclure un module de saisie d'écriture comptable? La réponse que j'ai obtenue, la voici. Oui, il semble que My Company Files inclut des fonctionnalités liées à la saisie d'écriture, notamment grâce à l'automatisation. Parmi ces fonctionnalités, on retrouve l'automatisation de tâches comptables, l'import automatique d'écriture comptable, des modules couvrant l'ensemble des besoins du cabinet, compta, fiscalité, paye, gestion des IMO. Alors, Charles-Olivier, désolé si j'ai spoilé un projet qui était en cours, parce qu'il n'y avait que vous et Gemini qui étaient au courant, mais a priori, ce n'est pas le cas. Ah. Voilà, donc en tout cas, sur les recherches juridiques, il faut être très précautionneux dans l'utilisation. On peut très vite avoir des réponses juridiques, des jurisprudences qui n'existent pas. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à toute une série d'avocats américains qui, pour certains d'entre eux, ont été sanctionnés, voire radiés de barreaux d'avocats parce qu'ils avaient utilisé des réponses copier-coller de l'IA sans vérification. Donc il faut toujours vérifier les réponses de l'IA et bien comprendre dans quel cas on va l'utiliser plutôt que d'autres. Voilà, la conclusion de ce risque, c'est vraiment qu'il faut sensibiliser et former vos équipes à l'IA. C'est d'ailleurs une des obligations du règlement européen de l'IA, la formation des équipes. Et enfin, l'un des moyens pour y concourir, c'est également la charte IA. Le Conseil national de l'ordre des experts comptables a proposé un modèle de charte qui peut être annexé à la charte informatique du cabinet et surtout développer une culture IA dans vos cabinets. J'ai coutume de dire qu'on ne peut pas forcer les individus avec des interdictions. Il y aura toujours des moyens de contournement. On pourra toujours utiliser des IA, même si on bloque des adresses IP, même si on bloque des solutions, les personnes iront toujours utiliser l'IA sur des terminaux personnels, sur des IA étrangères. Et d'ailleurs, plusieurs études ont montré que les interdictions de l'IA avaient des effets encore plus mauvais qu'une autorisation encadrée. Donc développons une culture de l'IA pour inciter, pour inspirer les équipes à l'utiliser à bon escient. Quel est l'avenir de l'IA dans les prochaines années, dans les prochains mois, parce que ça va très vite? Le premier point très important, c'est les agents d'IA. On en entend beaucoup parler, c'est même devenu un argument marketing. Les agents d'IA, qu'est-ce que c'est? Alors il n'y a pas de définition normative, mais ce sont des systèmes autonomes qui vont réaliser des tâches en fonction d'un objectif que l'utilisateur va donner. Et ces tâches, elles vont être identifiées, construites par l'IA selon un processus de travail que l'IA va construire elle-même. Exemple concret, la semaine prochaine, je veux aller à Marseille. Je vais dire à l'IA, prépare-moi un voyage pour Marseille la semaine prochaine pour les vacances. L'IA, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se connecter à mon calendrier pour regarder quel jour je peux partir, à quelle heure. Elle va se connecter au site de la SNCF pour réserver le billet. Elle va prendre un billet en côté fenêtre, parce que c'est plutôt j'aime bien être côté fenêtre. Elle va réserver le taxi à l'arrivée, elle va réserver l'hôtel à l'arrivée en contactant l'hôtelier, etc. Donc elle va réaliser une multitude de tâches pour arriver à l'objectif que je lui ai donné, et tout ceci sera quasiment transparent. Alors ça commence à arriver, on a des bribes d'agents d'IA, des morceaux.
on va avoir l'intégralité un jour, mais on s'attend à une grande évolution avec l'IA agentique. C'est notamment ce que soulève cet article qui a été publié le mois dernier dans une publication américaine d'experts comptables, Journal of Accountancy. Donc les agents d'IA à surveiller, ça va énormément remettre en cause notre utilisation de l'IA, bien au-delà de ce que l'on peut connaître aujourd'hui avec les robots d'IA. L'autre évolution, l'autre avenir, c'est l'arrivée de l'IA dans les outils de la profession, notamment dans les outils de comptabilité des différents éditeurs qui s'y mettent tous, avec des modules qui seront vraiment au sein de nos outils de production. On n'aura plus besoin de se connecter à un site, d'aller déposer des données sur des sites étrangers. On gardera tout au même endroit. Donc, ça va être, je pense, un moyen de démocratisation très important du sujet dans les cabinets d'expertise comptable. L'avenir également par l'un des pères du machine learning, l'un des pères fondateurs du machine learning, Geoffrey Hinton, c'est peut-être que l'homme, à plus long terme, deviendra la deuxième espèce la plus intelligente sur Terre derrière l'IA. On nous prévoit un Big Bang. Aujourd'hui, on est en 2025. L'IA, on en est encore au début, mais ça va arriver très vite. On va connaître dans les prochaines années énormément d'évolutions. Et peut-être que, pour terminer sur cette partie, on peut dire qu'on est sur une réelle transformation avec l'IA générative, une transformation de nos métiers, une transformation de nos compétences. Et si je devais résumer de manière un peu caricaturale les choix qui s'offrent à vous, le premier choix, c'est peut-être de refuser d'utiliser l'IA en n'étant pas convaincu. Le deuxième choix, c'est d'utiliser l'IA comme un moyen d'adaptation à la nouvelle donne, comme un moyen de gagner en productivité en allant prendre un peu tout ce qui est bon à apprendre dans ce qu'on peut avoir à notre disposition. Et un troisième choix qui est de se transformer avec l'IA. De se transformer parce qu'on l'a vu, on a énormément d'évolutions dans nos métiers et l'IA est un très bel outil pour nous permettre de mener de front tous les projets qui arrivent en allant chercher tout ce qu'il y a bon à prendre sur l'IA et peut-être aussi en refondant notre modèle économique. Alors, refondant, le mot est fort, mais en faisant évoluer notre modèle économique, en intégrant de l'IA, comme un moyen de doper nos compétences, nos missions et nos services avec nos clients. En conclusion, et dans le prolongement de cette transformation que je viens d'indiquer, il faut faire très attention à ce qui s'appelle le déclin cognitif. Vous avez peut-être entendu parler de cette étude qui a fait le tour des réseaux sociaux, des articles de presse il y a quelques semaines, du MIT, du Massachusetts Institute of Technology. Cette étude qui a consisté à mener des expériences sur 3 groupes. Un groupe qui n'avait pas le droit d'utiliser l'IA ni Internet, un groupe qui avait le droit d'utiliser qu'Internet et un groupe qui avait le droit d'utiliser que l'IA. Et la conclusion de ces travaux, alors qu'il faut tempérer parce qu'il n'y avait que 54 participants dans cette étude, la conclusion de ces travaux, c'était que le groupe qui n'utilisait que l'IA s'appauvrissait en termes de réflexion cognitive. D'où cette notion de dette cognitive. Donc attention à ne pas devenir totalement dépendant de l'IA et de perdre les qualités essentielles qui sont nécessaires, les capacités de réflexion, les capacités de synthèse qui sont extrêmement importantes. Je pense personnellement qu'aujourd'hui, il faut considérer que l'IA plus l'homme sont des copilotes, je l'ai emprunté à Frédéric, des copilotes qui vont nous permettre d'aller plus loin. Dans certains cas, on va utiliser que l'IA, parce que l'IA pourra automatiser, ça fonctionnera très bien. Dans d'autres cas, l'homme sera capable, sans besoin d'IA, d'être tout à fait performant. Et enfin, dans une troisième catégorie, il faudra allier IA et homme pour aller plus loin, pour bénéficier de l'expérience et des compétences et des connaissances de chacun. Pour terminer, comme un éléphant, il faut toujours garder un pied au sol. C'est pas Yvan, mais c'est un éléphant. Il faut vraiment garder du recul sur tout ce qu'on peut entendre sur l'IA. Ça ne fait pas tout en 2025. Et je terminerai par une citation d'un biologiste suisse qui, à mon avis, résume tout aujourd'hui. L'intelligence
ce n'est pas ce que l'on sait, ça arrive, c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. Je pense que demain, les capacités de discernement, les capacités d'éthique, alors ce biologiste s'appelle Jean Piaget, les capacités de discernement et d'éthique seront fondamentales et feront la différence vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de tout ce qui pourra être automatisé avec l'IA. Donc je vous souhaite de bénéficier de toutes ces opportunités et d'utiliser l'IA dans votre quotidien. Un grand merci de votre attention.